RMC, Apolline Matin. L'invité de l'actu. Il est 7h41 sur RMC et RMC Découverte. Je suis très heureuse de vous donner la parole ce matin, Rhys. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Charlie Hebdo. Vous l'incarnez, vous en êtes le directeur de la rédaction. Vous l'étiez d'ailleurs déjà en janvier 2015 au moment des attentats. Vous nous avez choisi sur RMC pour votre première expression après le verdict des procès de Charlie Hebdo, du procès de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. 54 jours d'audience. 14 prévenus, 14 condamnés. Est-ce que vous estimez que justice est passée ? Elle a été rendue, ce qui est déjà un exploit, parce que c'était très difficile et parfois on se demandait si on allait arriver à la fin de ce procès. Il a été laborieux, ce procès. C'est compliqué parce que c'est pas un procès où on juge un homme, où il y avait 11 personnes, dont même 14, puisque certaines étaient absentes. Donc c'est presque 11 procès à l'intérieur du procès. Donc ça nécessitait à chaque fois de se concentrer sur les 11 cas. C'est pas comme un procès d'assises où vous jugez une personne. Là, il y avait 11 personnes. Donc c'était compliqué de comprendre les interactions entre les gens, d'y voir clair. Surtout que c'était des gens que nous, on a découverts. Moi, j'avais jamais vu. Et donc, il a fallu du temps un peu pour savoir qui étaient ces gens. Et le fait de les voir, ça permettait de matérialiser un peu plus. Qu'est-ce que vous avez vu alors dans leur regard, puisqu'il y a ce masque qui, évidemment... justement, ne peut pas permettre ni de sourire, ni même de voir si on pleure véritablement. Mais qu'est-ce que vous avez vu dans ces regards ? Parce que le sentiment général, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges. C'est souvent des gens qui sont issus un peu du milieu de la délinquance, des petits truands. Donc, c'est des gens dont le métier, c'est de mentir. Ils se mentent à eux-mêmes, c'est des petits trafiquants. Donc, ils sont aguerris à l'esquive, à la dissimulation. C'est presque leur métier, quand on est truand, de dissimuler les choses. Donc, c'est vrai que quand les parties civiles sont venues témoigner, j'ai tendance à dire qu'il n'y a que les parties civiles qui ont été sincères, en fait. Et autour, le mensonge n'a jamais cessé de perdurer, de se maintenir pendant 2 mois. Il y a eu très rarement des moments authentiques avec eux. Très peu de moments de vérité. Est-ce que c'était le procès... vous parlez de ces êtres humains qui étaient dans le box. C'est le procès d'une idée, c'est le procès d'une idéologie, c'est le procès d'une mouvance. Inévitablement, puisque c'était la question qui sous-tendait un peu tout ça. Est-ce que les uns et les autres se sont investis dans cette action pour des motifs politiques et idéologiques ? Et quand on voit le verdict, c'est-à-dire 4 personnes qui ont été condamnées pour complicité d'actes terroristes, visiblement, la Cour a quand même bien identifié que c'était bien présent pour 4 d'entre elles. Peut-être pas pour les autres, mais au moins pour 4 d'entre elles, ce qui est déjà beaucoup. Est-ce que vous avez le sentiment que pendant ce procès, vous le disiez, ça a été très laborieux par l'organisation, par le nombre de personnes dans le box, laborieux aussi par le contexte, à la fois du Covid et puis surtout du retour de la menace. Il y a eu cet attentat à la machette devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Il y a eu bien sûr l'assassinat de Samuel Paty. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience ? Je crois, mais ce qui est un peu triste, c'est qu'il ait fallu qu'un enseignant soit assassiné dans ces conditions-là pour que les gens comprennent que ça pouvait toucher n'importe qui, que ça n'avait rien à voir avec des histoires de caricatures. Même un prof n'est pas intouchable pour les terroristes. Et donc tout peut être atteint dans une société démocratique par ce genre d'idéologie. Personne n'est protégé. Personne n'est protégé et ça n'a rien à voir avec les caricatures. Les caricatures sont un prétexte. Mais vous savez, cette semaine, on a publié dans Charlie Hebdo toute une série une liste de crimes commis par des islamistes dans le monde. Mais à chaque fois, c'est pour des raisons qui n'ont aucun lien avec les caricatures. On le voit avec Boko Haram. Les caricatures, c'est un détail, en fait. C'est presque un détail. L'islamisme, c'est un plan, c'est une vision politique globale d'une société globale. C'est un plan avec un objectif ? Oui, c'est une autre société. Voilà. Et donc, c'est toute la société que l'islamisme veut changer. C'est pas simplement 2 ou 3 dessins. Comment vous l'avez vécu, ce moment de procès ? Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, a parlé d'une étape dans un deuil nécessaire et indispensable. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous l'avez vécu, vous qui avez perdu tous vos proches ? Humainement, ça pourra... Je ne sais pas si ça peut résoudre quelque chose, un procès. Mais au moins, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où il y a un verdict, il y a les individus sont plus présumés innocents. Ils sont coupables. Et ça permet de délimiter qui est coupable et qui est innocent. Donc maintenant, la justice, officiellement, la société a reconnu qui était coupable et qui était innocent. Et les innocents, ce sont nous, ce sont les victimes. Humainement, on a du mal, et d'ailleurs, en préparant cette interview, je me disais c'est difficile
vous êtes un homme à la fois qui rit et qui incarne le drame absolu. Le drame absolu qui a frappé, qui vous a frappé, vous, qui a frappé vos proches, qui a frappé votre journal, qui a frappé la France. Comment on fait? Est-ce qu'on arrive, quand on est RIS, quand on a vécu ça, à avoir des moments de légèreté, à avoir justement des moments où on rit, des moments presque, je dirais, de sérénité? Est-ce que vous y arrivez encore aujourd'hui? Ces moments-là, je les vis au journal, en fait. C'est le fait d'être avec les autres, de chercher des idées, voilà, de perpétuer, de continuer ce qu'on faisait avant entre nous, d'essayer de se marrer, voilà, de trouver des dessins marrants. Donc ça c'est toujours présent, ça. Voilà. Et c'est peut-être le meilleur moment de la vie, si je puis dire. Voilà. Vous qui êtes justement en vie, mais très menacé. On se plaint en permanence en ce moment de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas pouvoir faire de plans. Vous êtes l'un des hommes les plus protégés de France parce que l'un des hommes les plus menacés de France. Comment on vit avec ça? On s'y fait. Je ne devrais pas dire ça, mais on s'y fait, on l'intègre et puis on réorganise sa vie autrement. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut... C'est pas qu'on peut pas plus les faire, mais on peut les faire avec plus de lourdeur, on va dire, de difficulté. Mais bon, je me dis... j'ai pas à me plaindre, je suis vivant. Voilà. Je n'ai pas à me plaindre. Quand on est vivant et quand on sort vivant de ça, et je me dis, tous les jours, je vois le ciel bleu devant moi, c'est quoi de mieux dans la vie? Voilà. Être vivant, ça me suffit. Voilà. Être vivant, ça me suffit. Rhys, votre regard sur la liberté d'expression, est-ce qu'il existe aujourd'hui en France une censure? De la part de qui? D'où? La censure, elle a beaucoup évolué depuis 40 ans, 50 ans. Il y a 50 ans, Charlie Hebdo était interdit par une décision administrative pour la fameuse couverture sur le général de Gaulle. Mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plutôt de l'autocensure. Plutôt que de la censure, je dirais que c'est autre chose, c'est de l'intimidation. On voit que les réseaux sociaux diffusent des quantités de menaces, les gens sont montrés du doigt. Et c'est vrai que c'est plus une sorte d'intimidation qui incite les gens à peut-être s'auto-censurer. C'est une censure qui n'est plus, qui n'a pas de colonne vertébrale. Elle est un peu partout. Elle est du coup d'autant plus difficile à combattre. Bien sûr, oui. Comment est-ce qu'on fait pour combattre des adversaires? On pense évidemment à la figure de Mila. Parfois, on se demande même si c'est réel. Une jeune fille qui pousse ses coups de gueule, qui a décidé, en effet, de pousser des coups de gueule sur Mohamed et sur la religion musulmane, mais sur plein d'autres choses, et qui en est aujourd'hui à devoir vivre cachée, alors que c'est juste une sale gosse. On se demande comment c'est possible qu'on en arrive là. Il y a une donnée qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, c'est le développement d'Internet, des réseaux sociaux. C'est que maintenant, lorsqu'on publie même un petit dessin dans un journal, ça peut être répercuté à l'autre bout du monde. Et à la fois, il faut en tenir compte et en même temps, il ne faut pas non plus se laisser impressionner par ça. Il ne faut pas non plus renoncer à ce qu'on est. Et même si ça crée peut-être des réactions, tant pis, sinon on perd son identité. Est-ce qu'il faut, ça veut dire, vous dites au fond, il ne faut pas en tenir compte? Est-ce qu'il faut continuer coûte que coûte? On voit ce que ça a coûté évidemment, bien sûr, à la rédaction de Charlie Hebdo. Est-ce qu'il faut faire des compromis? Des compromis, c'est pas le bon terme, mais je dirais qu'il faut être pertinent. Il y a des combats qui méritent d'être menés. Il faut avoir des bonnes cibles, il faut trouver le bon combat en fait. Il ne faut pas en plus disperser pour être, je dirais, efficace. C'est vrai que ça nous oblige peut-être, on parle de liberté d'expression. Vous vous êtes adapté, vous, à Charlie Hebdo? Vous y pensez, vous y réfléchissez avant de publier? Mais comme avant aussi, on réfléchissait toujours un peu à ce qu'on publie. Il ne faut pas croire que Charlie Hebdo, c'est un journal qui balance les choses comme ça de manière inconsidérée. On a toujours derrière un dessin, même qui peut sembler provocateur, on a toujours des convictions et des arguments à apporter. C'est pas simplement pour... Et quand on vous dit, vous mettez en danger? Qui? Quand certains, notamment même des politiques, même des intellectuels, qui disent aujourd'hui, certains, je vous prends un exemple. Les journalistes, la plupart des rédactions ont signé un texte en faveur de la liberté d'expression et des caricatures. L'agence France Presse, qui, comme son nom l'indique, est une agence qui au départ était même financée par la France, qui incarne la France à l'étranger, a refusé de signer cet appel, disant que ayant des correspondants à l'étranger, ça allait les mettre en danger. Est-ce qu'il y a une mise en danger à vous défendre? D'abord, cet appel, il n'était pas fait uniquement pour nous défendre, c'était pour défendre un principe. La liberté d'expression. Donc, si on n'arrive plus à avoir la force de caractère pour défendre ça, c'est un peu gênant quand même. Parce que c'est vrai que la notion de liberté d'expression, sans même parler de caricature, elle peut même choquer à l'autre bout de la Terre. Il y a peut-être des gens qui ne supportent pas ça, mais quelle que soit la forme que prend la liberté.
Tant pis. Et tant pis, on continue? Ou est-ce qu'on se dit, oui, ça peut menacer, comme a décidé l'agence France-Presse? Mais vous savez, l'histoire est toujours en marche, elle est jamais terminée, et c'est un combat qui ne sera jamais terminé. Donc il faut continuer parce que ce qu'on fait s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus long, qui va au-delà de nos propres personnes. Enfin, le combat pour la démocratie, c'est pas le combat d'une personne ou d'un journal, c'est le combat de toute une génération qui succède à d'autres générations qui ont aussi donné beaucoup pour défendre cette démocratie et qui précèdent des générations plus jeunes qui devront aussi se battre parce que ça sera jamais acquis définitivement. Donc il faut se faire à l'idée qu'il y aura toujours des gens hostiles à tout ce qu'on pourra faire au nom de ces principes. Se battre, continuer à se battre. Rhys, aujourd'hui pour vous, le plus grand combat, c'est lequel? Le plus grand, je ne sais pas, il y en a tellement. Nous, depuis 5 ans, c'était déjà modestement de faire en sorte que le journal existe toujours. C'est le cas? On peut dire que c'est le cas, on peut dire... C'est fragile? C'est toujours fragile, un journal. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, le journal a un avenir, ce qui déjà est un combat gagné assez important. Voilà. Ça, c'est le combat que vous menez aussi à la tête de Charlie Hebdo. Merci, Rhys, d'être venu répondre à mes questions. Rhys, bien sûr, vous incarnez Charlie Hebdo, vous en êtes le directeur de la rédaction. Cette semaine, vous avez évidemment le retour sur le procès des attentats de janvier 2015 à la une de Charlie Hebdo. Et puis Dieu remis à sa place, que l'on voit dans une fourgonnette de policiers. Dieu remis à sa place. Voilà, votre esprit, Charlie Hebdo. Merci beaucoup. Merci. Et ce mot que vous avez dit, je suis en vie, et c'est déjà pas si mal.